Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale sur ma chaîne. Tout d'abord parce qu'il fait très chaud, donc si vous me voyez fondre et m'éponger de temps en temps, j'espère que vous m'en voudrez pas. On va parler aujourd'hui consentement des patients, acceptation de soins de la part du patient et surtout refus de soins de la part du patient. Que dit la loi? Comment réagir? Que devons-nous faire en tant que soignant? Et je vais vous raconter aussi, j'ai 3 histoires à vous raconter, mais dans cette vidéo, j'en raconterai qu'une et on étalera un peu parce que sinon, je pense que vous n'allez plus en pouvoir de m'écouter vous raconter ma life. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la suite. N'oublie pas l'abonnement et active la cloche. Tout d'abord, pour poser le cadre, il faut savoir que je suis interne à l'hôpital, donc je suis médecin à l'hôpital, responsable de patients, et au-dessus de moi, évidemment, il y a des chefs, des seniors qui sont là pour me guider si j'ai des questions, si j'ai des soucis, que ce soit des soucis d'un point de vue médical, des soucis d'un point de vue paramédical, des soucis relationnels, bref, je suis en première ligne, je gère tout seul, et s'il y a des problèmes, je fais appel à mes chefs qui sont là, évidemment, derrière moi. Ça, c'est un petit rappel, et ça fonctionne de cette façon-là pour tous les internes des hôpitaux de France. On est là, on est en première ligne, et s'il y a un souci, on en réfère à nos seniors qui nous guident. Donc, je vais vous raconter des histoires, mais avant de vous raconter les histoires tant attendues, je vais d'abord remettre en place et vous rappeler quelques principes légaux et déontologiques qui sont hyper importants dans la pratique quotidienne de tout médecin et tout professionnel de santé pour parler un peu plus largement. Il faut savoir qu'en tant que patient, vous avez le droit de demander à votre médecin les informations médicales sur votre dossier, sur votre état de santé. Les informations médicales que les professionnels de santé vous délivrent doivent être complètes et surtout compréhensibles par votre part. Ça, c'est hyper important. Si moi, je vous parle en langage médical de votre diagnostic et des possibles traitements, vous n'allez rien comprendre. Alors certes, j'ai fait mon travail de vous donner l'information, mais vous n'avez pas été en mesure d'accueillir cette information et de la comprendre, et donc c'est considéré comme si je ne vous avais rien transmis, ce qui est normal, et heureusement pour l'ensemble des patients, il faut que vous compreniez ce qu'on vous donne comme information. Donc, le but d'un professionnel de santé, c'est de vous informer sur votre santé de manière claire, la plus claire possible et la plus intelligible par votre part. Ça, c'est important. Je ne vais pas m'adresser de la même façon quand je parle à un médecin que quand je parle avec je sais pas moi, une personne qui n'est pas du tout dans le domaine médical, par exemple un agriculteur qui a toute sa vie été auprès du bétail. J'ai rien contre les agriculteurs, mais c'est vraiment pour vous donner une idée. Et nous, en tant que médecin, en tant que professionnel de santé, on doit s'adapter à chaque niveau de compréhension médicale de nos patients. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut savoir que pour qu'un soin soit prodigué à un patient, il faut que j'ai le consentement de mon patient, il faut que le patient m'ait dit « Très bien docteur, j'ai compris ce que j'avais, j'ai compris ce que vous me proposez, j'ai compris ce qu'on en attend et j'ai compris les effets potentiellement indésirables de ce que vous allez me proposer. » Et ça, c'est hyper important quand on va recueillir le consentement d'un patient. Il faut que le consentement soit obtenu après une information qui soit claire de la part du professionnel de santé. C'est ce que je vous disais au tout début. Il faut que quand j'explique à mon patient, il faut que je sois sûr que ce que j'ai expliqué au patient soit bien compris dans son intégralité. Et donc, on va être amené à faire par exemple des petits schémas, des dessins à nos patients pour vulgariser et qu'ils comprennent bien ce qui est en train de se jouer. Donc il faut que l'information soit donnée de manière claire. Il faut que le consentement, lui aussi, soit clair. Il faut que le patient vous ait dit clairement « Ok, je suis d'accord de recevoir tel traitement, je suis d'accord d'avoir tel examen ». Il faut que ce consentement ne soit pas donné sous une menace extérieure. Ça, c'est important aussi. Il y a parfois des patients qui vont vous dire devant leurs proches « Oui docteur, j'accepte, pour faire très gros, j'accepte la chimiothérapie, il n'y a aucun problème, on y va, on se lance. » Et quand vous revenez 1 heure plus tard et que le patient est seul face à vous, il vous dit « En fait, docteur, je ne veux pas de cette chimiothérapie, j'ai dit oui devant mes enfants parce que j'ai pas les épaules pour leur dire que je ne veux pas être traité et que je préfère être tranquille. » Et donc dans ces cas-là, il faut absolument reposer la question au patient en l'absence de proches, en l'absence de facteurs extrinsèques qui pourraient influencer sa décision. Il faut se rappeler que la décision médicale d'un traitement, elle incombe au patient, à son corps, à sa santé. Et tout ça de manière extrêmement personnelle. Alors, évidemment, le patient peut demander conseil à ses proches, à d'autres médecins, à son entourage, mais c'est lui qui reste maître de la décision. Et quand on va recueillir le consentement d'un patient, il faut s'assurer que le consentement soit donné de manière libre de la part du patient et que tous les facteurs extrinsèques aient été considérés par le patient et que c'est lui qui donne sa décision ultime pour sa santé. Donc il faut que les informations médicales soient claires et bien expliqué au patient, il faut que le consentement soit libre de la part du patient et il faut que ce consentement soit éclairé. Il faut que le patient vous donne son consentement ayant compris tous les tenants et les aboutissants des examens, des traitements éventuels et des conséquences de certains examens et de certains traitements. Ça, c'est la partie
préambule, j'ai envie de dire, et la loi est claire là-dessus. Tout patient doit et peut recevoir les informations concernant les traitements et son corps de la part du corps médical. Je dis peut recevoir parce qu'il y a des patients qui vous disent « Écoutez docteur, vous m'avez fait la coloscopie, très bien, j'ai accepté, mais je ne veux pas savoir les résultats, je veux qu'on s'arrête là et que vous me laissez rentrer chez moi. » Tous les patients ont le droit de refuser d'avoir l'information médicale concernant leur propre santé. Ça aussi, c'est une loi et on a l'obligation de la respecter. En revanche, là où les choses sont un petit peu plus délicates, c'est si l'affection qu'a le patient entraîne des risques pour les tiers. Évidemment, si le patient a une maladie qui est transmissible et qui peut être potentiellement grave pour d'autres personnes, là, on a le droit de lui dire « Attention, votre décision risque de mettre en péril d'autres personnes et on peut être amené à forcer un petit peu l'information médicale s'il y a des risques pour autrui, pour protéger les autres. » Donc ça, c'est une petite aparté, c'est des situations qui sont quand même rares, mais qui peuvent arriver, et il faut savoir voilà, vos droits et nos droits en tant que médecin pour protéger la population de ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Si on revient sur la partie consentement, donc tout médecin doit informer le patient de manière claire, loyale, et doit recueillir son consentement de manière claire aussi, et libre. Il ne faut pas que le patient ait donné son consentement sous la menace. Une fois que vous avez compris tout ce blabla, tout ce charabia, on va pouvoir passer au story time et aux histoires croustillantes, hein, je vous connais, que vous voulez savoir, que j'ai à vous raconter surtout, c'est important. Donc première histoire, et les deux autres arriveront dans des vidéos juste avec les histoires. C'est parti, je vous laisse avec la petite histoire. Vous pouvez mettre vos écouteurs, vous poser dans votre lit, ne plus me regarder parce que vous devez en avoir marre de cette tête parasée en sueur et un peu en transpiration. Et vous pouvez vous allonger tranquillement et écouter l'histoire que je vais vous raconter. L'histoire, du coup, remonte à un certain temps. Je ne donnerai pas d'informations sur mon lieu de stage, sur quand ça s'est passé, mais vous vous doutez bien que ça s'est pas passé avant-hier, hein. Impossible de retracer les événements. Donc il faut savoir que j'étais interne dans un service de gastro-entérologie normal et que j'ai été mobilisé dans un service Covid pour aller prêter main forte à d'autres soignants qui étaient un peu en galère avec les arrêts de travail. Il manquait de personnel à l'hôpital et donc on a dit est-ce qu'il y a des internes qui peuvent se détacher de leur service pour aller prêter main forte dans les services Covid? J'ai répondu présent à l'appel et j'ai donc été en service Covid. Donc évidemment je ne connaissais rien en Covid au tout début, j'ai été formé par les internistes qui m'expliquaient un peu les prises en charge, etc. Bon, je vous passe les détails. Et donc je reçois une patiente qui était un petit peu âgée, qui avait plus de 75 ans, qui est hospitalisée pour une pneumopathie Covid oxygénodépendante. Je traduis, pneumopathie Covid, infection pulmonaire à Covid-19, oxygénodépendante, qui avait besoin d'oxygène pour l'aider à respirer. Donc je vais voir cette patiente et il y avait un protocole qui était établi dans le service de tout de suite demander aux patients quelles étaient leurs volontés de soins, jusqu'où on allait pour les soins, quelles limites il ne fallait pas franchir. Pour vous faire très très simple, si vous aviez 96 ans, que vous étiez hospitalisé pour une pneumopathie Covid, les patients étaient en droit de dire « Moi, vous faites le maximum que vous voulez pour essayer de m'améliorer, mais je ne veux absolument pas aller en réanimation, je ne veux absolument pas avoir un tuyau dans la gorge pour respirer, et je ne veux absolument pas être dans le coma pour les 6 prochains mois si je m'en sors pas. » Donc vous voyez, on posait vraiment des questions claires aux patients, les patients étaient conscients qu'ils avaient une infection à Covid-19, c'était un peu au début de la pandémie, donc on ne savait pas trop comment les choses allaient évoluer, on savait qu'il y avait des formes très graves et que les patients étaient potentiellement en réanimation pendant longtemps sans savoir un peu ce qu'ils allaient devenir. Et donc je vais voir cette patiente qui arrive dans mon service et je lui dis voilà madame, comment allez-vous, etc. Elle me dit j'ai du mal à respirer, c'est un peu compliqué, je suis essoufflé. Et donc je lui dis voilà, jusqu'où est-ce que vous voulez qu'on aille si les choses venaient à se dégrader? Alors je vous la fais court, évidemment j'arrive pas à la patiente, bonjour, est-ce que vous voulez aller en réanimation ou vous préférez mourir? C'est pas comme ça que ça se passe, je vous raconte l'histoire un peu de manière condensée pour arriver au cœur du sujet. Et donc, je lui expose un petit peu les risques, et à côté de ça, la patiente, elle avait du mal à respirer, et elle avait une anémie. Donc, anémie, pour ceux qui font pas partie du domaine médical et qui n'y connaissent rien, ce que je comprends tout à fait, des fois, on a un vocabulaire un peu charlatan, un peu, pas charlatan, parce qu'on n'est pas des charlatans, mais un peu technique. Elle avait une anémie. L'anémie, c'est un manque d'hémoglobine, donc un manque de globules rouges dans le sang, qui fait qu'on peut avoir du mal à respirer, on peut être essoufflé, on peut être fatigué, et donc on n'est pas très en forme. Donc vous imaginez bien qu'avoir une anémie plus une infection à Covid-19 qui atteint vos poumons, le tout fait pas très bon ménage et vous êtes encore plus fatigué. Donc je dis voilà, donc là vous avez l'infection à Covid-19, on ne sait pas comment ça va évoluer, on va vous mettre les traitements qui ont montré une efficacité pour améliorer les choses, c'était des corticoïdes.
Et donc on va voir comment ça évolue les jours suivants. Mais je vois aussi que sur la prise de sang, vous manquez de globules rouges. Et donc si vous êtes très symptomatique sur la respiration et qu'on doit augmenter l'oxygène, peut-être qu'on serait amené à vous apporter des poches de sang. Et donc en disant ça, la patiente me dit non, non docteur, vous faites tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, mais je ne veux pas de poche de sang. Alors là, je dis, bon, bah très bien, est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que vous ne voulez pas de poche de sang? C'est important à savoir, parce que ça va être noté dans votre dossier, et il faut qu'on en discute. Elle me dit, voilà, alors, je suis témoin de Jéhovah, je n'ai rien, alors là, je fais une petite aparté, je n'ai rien contre toute forme de religion, de culte, de croyance, d'orientation que ce soit. Je fais mon métier, je fais mon travail pour améliorer et essayer de sauver un maximum de gens, de personnes, et prodiguer les soins qui ont été reconnus comme ayant démontré de la validité scientifique. Et donc quand la personne me dit qu'au nom de ma religion, je refuse un traitement pour mon confort ou alors potentiellement pour me sauver la vie, je rentre en discussion avec elle pour essayer de voir jusqu'où vont ces convictions-là. Le but, ça va être de les respecter, mais il faut aussi, vous vous rappelez dans la première partie de la vidéo, c'est pour ça que c'était important, le but, c'est aussi de donner l'information la plus claire, la plus intelligible possible pour le patient, afin qu'il puisse prendre sa décision de manière éclairée et avec toute connaissance de cause, et de circonstances éventuelles et de conséquences éventuelles. Donc je rentre avec elle en discussion, elle me dit bah écoutez, je suis témoin de Jéhovah, dans ma religion, les transfusions sanguines sont interdites, donc je ne veux absolument pas être transfusé et je suis contre la transfusion sanguine. D'accord, très bien. Alors là, je lui demande, mais pourquoi est-ce que dans votre religion c'est interdit? Parce que moi, ça m'intéresse personnellement, et puis voir si on peut trouver d'autres alternatives, d'autres choses possibles. Et en fait, elle m'explique, alors, j'espère ne pas choquer les gens, et je ne veux absolument pas avoir des messages d'insultes dans les commentaires, etc. J'expose simplement une histoire qui s'est passée, et une situation que j'ai vécue. Voilà, chacun ses représentations, chacun sa religion, chacun ses croyances, et chacun ses envies vis-à-vis de son propre corps, ça ne me regarde pas, chacun fait ce qu'il veut. Fermez la parenthèse. Je sens que ça va être des vidéos un peu polémiques, mais c'est pas grave. Et donc du coup, la patiente me dit, je suis témoin de Jéhovah, je ne veux pas être transfusée parce que pour moi, le sang représente l'essence de la vie est contenue dans le sang, et donc je ne veux pas recevoir et potentiellement enlever la vie à une autre personne pour me la donner à moi. Je ne suis pas le bon Dieu pour gérer la vie des gens et gérer le flux vital, donc je ne veux pas recevoir de sang d'une autre personne, et pour moi c'est contre-indiqué, et il n'y aura pas de débat là-dessus. Donc je lui dis, bah écoutez, j'entends votre représentation, j'entends, juste, si je puis me permettre, quand on prend du sang à une personne, on ne tue pas la personne pour prendre son sang. C'est une personne qui est consciente, qui va donner son sang de manière totalement volontaire et gracieuse, et donc elle donne son sang, on ne tue pas la personne. C'est pas comme un cœur, quand on transplante un cœur, je peux entendre cet argument de se dire bah, la personne est décédée, je ne veux pas bénéficier de quelqu'un qui est décédé et à qui on a retiré entre guillemets la vie, je ne veux pas avoir cet organe en moi. Ça s'entend, ça s'accepte. Mais là, je dis, écoutez, la personne n'est pas décédée. Et la patiente, vraiment, c'était catégorique, c'était non, docteur, j'entends, je sais très bien, vous faites votre devoir de m'informer, etc. Mais je ne veux pas recevoir de poche de sang. Je dis très bien, donc là, moi, je vous proposais un traitement entre guillemets de confort pour que vous soyez moins essoufflé, pour que vous alliez mieux, que vous vous sentiez mieux, que vous ayez plus de force pour attaquer la pneumopathie à Covid-19. Il n'y a pas d'urgence vitale à vous transfuser, donc on peut très bien attendre et voir comment ça se passe. On va vous apporter des poches de fer pour essayer de faire en sorte que votre corps se régénère un peu plus, mais les poches de fer, le corps met environ une quinzaine de jours avant de reproduire des globules rouges. Donc voilà, il faut que vous sachiez, on va tout faire pour éviter, mais voilà. Et je lui pose la question, je lui dis, là j'entends bien que c'est une transfusion entre guillemets de confort, mais si demain, je ne sais pas moi, les poumons sont attaqués, et que vous vous mettez à cracher du sang et que vous avez une urgence vitale à une transfusion, si demain on arrive dans le service, je sais pas moi, vous vous êtes coupé, il y a un vaisseau qui a éclaté, et vous vous videz de votre sang, et qu'on doit vous transfuser pour vous garder en vie, là on est dans une situation d'urgence, on n'est pas dans une situation de confort, qu'est-ce que je fais en tant que médecin? Est-ce que je vous laisse mourir? Et j'ai été très clair avec la patiente, je lui ai dit vraiment ces mots-là, je lui ai dit, est-ce que je vous laisse mourir et je préviens votre famille qu'on a dû vous laisser mourir parce que vous ne voulez pas être transfusé? Ou alors, est-ce que dans situation d'urgence, mesure exceptionnelle, là vous me dites, si ma vie en dépend, j'accepte la transfusion? Ou alors, vous me dites, s'il y a une situation d'urgence, je laisse le corps médical décider. Ça peut être une option aussi. Et là, la patiente me regarde, me dit, écoutez docteur, et c'était un moment très fort, parce que finalement, on discute avec une personne qui a toute sa tête, entre guillemets, qui a toutes ses facultés cognitives, qui est en état de mesurer le pour et le contre de ce que vous lui proposez, et qui vous regarde dans le blanc des yeux et qui vous dit, docteur,
je vais être clair avec vous, si demain je n'ai pas de poche de sang et que je meurs, je préfère mourir et quitter ce monde-là pour rejoindre l'autre monde que j'estime être meilleur. Je lui dis d'accord, très bien. Donc j'entends, donc je reformule ce que vous me dites, c'est-à-dire que si demain j'arrive dans le service et qu'on me dit Madame X a besoin d'une poche de sang ou alors elle va mourir dans les minutes ou dans les heures qui suivent parce que là elle se vide de son sang, vous préférez mourir et ne pas revenir à la vie plutôt que d'avoir une poche de sang ou 2 poches de sang ou 4. Elle me dit, docteur, vous avez très bien compris, je préfère mourir plutôt que d'avoir des poches de sang. Donc à partir de ce moment-là, il faut savoir que nous, en tant que médecins et en tant que professionnels de santé, c'est difficile à entendre, c'est très dur à entendre parce qu'on se dit qu'on peut potentiellement, on fait ce métier déjà pour sauver les vies, pour améliorer les gens, pour leur apporter tous les soins nécessaires et tout ce qu'il faut pour avoir une vie épanouie en bonne santé, tant organique que psychologique. Et quand la patiente vous dit, écoutez, il y a un traitement qui existe, qui est rapide entre guillemets, qui est disponible en France et qui peut potentiellement me permettre de continuer ma vie, eh ben je n'en veux pas et je préfère mourir s'il faut, plutôt que d'avoir ce traitement-là qui a peu d'effets secondaires. Les transfusions sanguines aujourd'hui ont très peu d'effets secondaires. C'est plus comme il y a 50 ans où quand on transfusait, on avait le risque de transmettre l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH, etc. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont vraiment anecdotiques et face à un risque immédiat de mort, je ne vais pas dire mieux vaut avoir peut-être un petit virus. Alors tout ça est à prendre avec des guillemets, avec du conditionnel, avec une balance bénéfice-risque. Mieux vaut peut-être potentiellement, alors bien sûr le risque est extrêmement proche de 0, voire 0, le risque d'avoir une hépatite C, mais qui est traitable, plutôt que de mourir tout de suite. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous avez compris, je sens que je vais me faire encore frapper dans les commentaires, mais c'est pas grave. Ceux qui ont compris le message, voilà. Mieux vaut être transfusé, être sauvé, plutôt que de dire bah non, je ne veux pas de ces poches de sang. Et la patiente maintenait son idée et sa foi en me disant je ne veux pas être transfusée. Si demain on vous dit Madame X, elle a le droit à une poche de sang ou à la mort, et ben moi j'ai le droit à la mort et je choisis la mort. Donc là c'est un peu compliqué parce qu'on se dit est-ce que la patiente finalement a bien compris? Est-ce que c'est parce que c'est une information très brutale que je lui donne et que voilà, dans le chaud, dans le feu de l'action, elle refuse la transfusion? Bon, j'ai dit d'accord, très bien, je note, je prends note de ce que vous me dites et on en rediscutera. Et là, elle me dit non, mais il est hors de question qu'on en rediscute. Si là, dans l'heure, je fais une hémorragie massive et que je dois avoir des poches de sang ou mourir, vous me laissez mourir. Très bien. Donc quand la patiente vous dit ça et qu'elle ne vous laisse pas la porte ouverte à on va en rediscuter, et que, alors certes, elle n'était pas à risque hémorragique élevé, cette patiente. Hein, moi, je pousse toujours au cas où, pour être sûr de ne pas faire de conneries. Et donc du coup, là, je sors de la chambre et je vais voir une infirmière. Je lui dis, écoute, c'est chaud parce qu'elle est témoin de Jéhovah. Pas parce qu'elle est témoin de Jéhovah, ça c'est pas un problème. Mais c'est chaud parce que d'un point de vue médical et responsabilité médicale et responsabilité personnelle et déontologique, cette patiente-là refuse des transfusions. Donc si elle fait un choc hémorragique là dans le quart d'heure, elle refuse la transfusion. Moi, j'ai besoin que tu viennes avec moi pour qu'on rediscute avec elle et que on entende les mêmes choses et qu'on soit bien d'accord. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Donc l'infirmière est venue avec moi. Je l'ai expliqué à la patiente, je dis voilà, vous m'avez dit des choses, mais c'était qu'entre nous deux, il faut qu'il y ait un témoin, etc., etc. Donc on réexplique à la patiente qu'elle n'est pas à risque de faire un choc hémorragique dans la minute, mais que si ça venait à se produire, eh ben on aurait une solution, c'est de la transfuser, mais que si elle refusait la transfusion, bah, ce serait potentiellement la mort. Et la patiente réitère, reste sur ses positions, je refuse, je ne veux pas de transfusion, je préfère mourir. Très bien. Donc ça, c'était la petite histoire. Et donc, la patiente va bien, entre guillemets, elle a toujours son oxygène pour son Covid. Le lendemain, je revais la voir. On discute pas du tout de ça parce que c'est plutôt stable, donc je laisse passer l'histoire. Et le surlendemain, je revais la voir et j'avais un peu de temps, donc je me pose pour discuter un peu avec elle et revenir sur cette histoire de refus de transfusion pour motif religieux. Donc je discute avec elle, je dis voilà, je viens discuter un peu avec vous parce que ça m'a quand même marqué cette refus de transfusion, que je respecterai parce que vous avez bien l'air décidé et que vous ne voulez pas ce traitement, donc je respecterai. Mais voilà, j'aimerais juste discuter un peu avec vous par rapport à ça et surtout l'œil de votre famille. Est-ce que votre famille est au courant? Parce que vous imaginez bien que si demain vous faites un choc hémorragique, vous videz de votre sang, que je ne vous transfuse pas et que vous décédez, bah, je vais avoir toute votre famille sur le dos. Parce que vos proches ne sont peut-être pas de la même conviction de vous et n'ont peut-être pas le même niveau de foi que vous. Et moi, je ne veux pas avoir des soucis dans ma vie professionnelle et personnelle de me dire, bah,
j'ai tué cette patiente et j'ai toute sa famille qui est sur le dos et je me retrouve avec des plaintes. Et là, la patiente me dit, non mais je comprends tout à fait docteur, et je vais discuter avec vous, je vais vous expliquer un peu ma vie, parce que voilà, vous prenez le temps de venir me rappeler à l'ordre, entre guillemets, me refaire les choses et prendre du temps pour papoter avec moi, donc je vais vous expliquer un peu où en est ma famille. Donc très bien, donc on s'assoit, je prends limite un petit verre d'eau avec elle, et elle me dit, bah voilà, mon mari est témoin de Jéhovah, on n'est pas nés nous témoins de Jéhovah, on est devenus témoins de Jéhovah, et la transfusion est interdite, mon mari a la même conviction que moi, les mêmes pensées que moi, et donc voilà, donc lui il est au clair avec tout ça, et donc si je dois être transfusé, il est clair qu'il faut que je meure et que je ne me laisse pas transfuser. Très bien. Je dis, bah, ce sera intéressant que votre mari vienne à l'hôpital, on a le temps d'en discuter l'après-midi, que je puisse le rencontrer pour vraiment voilà, voir avec lui, est-ce qu'il est d'accord avec vos convictions, et vu que ce sera, je pense, c'est votre personne de confiance, et là, elle me dit, oui, en effet, quand je suis rentré dans le service, on m'a demandé si un jour j'étais plus en état d'exprimer mes souhaits, quelle personne serait capable de les exprimer à ma place et de rapporter mes propos. Et j'ai désigné mon mari. Je dis, bah très bien, bah, dites-lui de venir demain, comme ça on en rediscute avec lui et on voit. Donc le lendemain arrive, la vidéo est un peu longue, hein. Je ne sais pas on est à combien de temps, mais voilà, j'espère que vous êtes encore là, vous pouvez mettre une pause, et vous revenez demain voir la suite. Son mari arrive le lendemain, et donc je dis, bah voilà, je voulais discuter avec vous par rapport au refus de transfusion sanguine de la part de votre dame, parce que voilà, si demain il se passe des choses qui vont pas dans le bon sens avec le Covid et l'anémie, et qu'on a besoin de la transfuser pour l'améliorer, votre dame s'oppose à la transfusion, et donc accepte le risque de mourir, plutôt que d'avoir une transfusion. Et là, elle me dit, oui, tout à fait, nous on est témoins de Jéhovah, il est hors de question de transfuser ma femme, et si on devait être amené à faire des choses pour la sauver, avec du sang, avec de la transfusion, bah, je refuse toute transfusion sanguine. Bon, d'accord, très bien. Très bien, bah écoutez, je vois que c'est clair pour madame et pour monsieur, donc je vais chercher l'infirmière et on va vous faire signer un document qu'on va mettre dans votre dossier et qui atteste que vous refusez la transfusion sanguine à plusieurs reprises, ça faisait déjà 3-4 jours qu'elle a été, enfin 4-5 jours qu'elle a été hospitalisée, que vous avez, malgré les risques qui vous ont été exposés, le risque de mort en cas de refus de transfusion dans l'urgence, que vous préférez la mort, et on va le noter dans votre dossier, comme ça c'est clair, et ça évite aussi aux gens de se poser la question, et de vous rappeler, etc. etc. Au moins on a une ligne directive, et on saura quoi faire en cas de besoin. Et donc ils me disent, aucun problème, je vous attends, donc je suis revenu avec une infirmière, et on a rempli une feuille qu'on a trouvée sur internet, qui était voilà, marquée clairement, je refuse toute transfusion sanguine, que ce soit pour le confort, pour les symptômes, et en cas d'urgence vitale immédiate, et que je ne suis plus en état d'exprimer ma volonté, je refuse ce traitement, je préfère mourir que d'être transfusé, je ne veux pas ce traitement. Donc à partir de ce moment-là, le document a été signé, a été mis dans la pochette du patient, dans son dossier, et c'était marqué du coup dans le dossier médical, refus de transfusion sanguine, malgré explication claire et répétée devant le patient, en l'absence de toute menace extérieure, le patient refuse d'être transfusé, le patient accepte la mort versus une transfusion, et voilà. Et donc à la suite de ça, malheureusement pour cette patiente, ça s'est mal passé, elle a été transférée en réanimation, et en réanimation, il y avait de l'anémie qui était toujours présente et qui continuait de se dégringoler, qui était à 6, donc 6 grammes d'hémoglobine, plus une pneumopathie Covid qui s'était aggravée. Et donc les réanimateurs ont proposé une transfusion. Sauf que le mari était là, le mari a dit non, je ne veux pas de transfusion pour ma femme. Regardez dans le dossier, on a vu avec le médecin du service, blablabla, l'infirmière était présente, ma femme ne veut pas de transfusion, etc. Donc les réanimateurs m'ont appelé, m'ont dit écoute, apparemment t'as vu avec elle t'a signé un document, etc. Il y avait un témoin. Et donc j'ai été appelé en réanimation lors d'un staff. Donc le staff, il y avait les réanimateurs, les anesthésistes, il y avait qui d'autre à ce staff, il y avait l'équipe infirmière et il y avait moi. Et l'infirmière avec qui on avait fait signer le document à la patiente. Et donc au final, on expose le cas aux réanimateurs. Les réanimateurs étaient pris en dilemme parce que leur but c'était de sauver la patiente, mais elle avait refusé la transfusion, son mari avait refusé la transfusion, etc. Et donc, il y a eu tout un staff qui a été fait, il y a eu des avis auprès il y a un réanimateur qui connaissait un avocat dans le droit de la santé, etc. Et vu le refus du mari, le refus de la patiente, etc., finalement, ils ont opté pour ne pas transfuser la patiente, et la patiente est décédée, alors pas de l'anémie parce que son anémie était stable, mais de sa pneumopathie Covid, donc de son infection à Covid-19 qui était venue gravissime et dont les poumons ont complètement lâché. Donc elle est décédée à cause du Covid et pas à cause du manque de globules rouges, même si, je pense, si on l'avait transfusée, on aurait amélioré un peu ses symptômes quand elle était dans mon service. Mais bon, ça, là n'est pas la question, donc cette patiente est décédée. Pas à cause, encore une fois, de la transfusion, mais à cause de sa pneumopathie Covid. Et donc là, le mari est revenu me voir
4-5 jours, 3-4 jours après, pour me remercier d'avoir pris le temps de discuter avec lui et remercier d'avoir respecté les convictions de sa femme. Et l'histoire, c'est entre guillemets, parce qu'il y a quand même eu un décès, bien terminé. Et donc voilà, donc ça c'était la première histoire sur le refus de transfusion sanguine. Celle-ci c'est plutôt, entre guillemets, bien passé parce que voilà, tout s'est bien enchaîné d'un point de vue consentement légal et décision, et on a eu le temps de réfléchir, etc. Mais c'est pas toujours le cas, et il y a des familles avec lesquelles ça se passe pas forcément bien, donc ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Et je vous fais une petite aparté sur ce que dit la loi, parce qu'au début on a parlé consentement, il y a eu la petite histoire, mais que dit la loi au final? Est-ce que, en tant que médecin, s'il y a une urgence vitale immédiate, je transfuse ou je ne transfuse pas? La loi est simple, en fait, si le patient a donné ses directives anticipées de manière claire, avec toutes les situations qui étaient spécifiées, et que c'est en situation d'urgence, machin, et je ne veux absolument pas être transfusé, il faut respecter ça, le médecin peut respecter le droit de mourir du patient, de je ne veux pas être transfusé, je refuse ce traitement, je préfère mourir. Le médecin peut respecter et laisser, entre guillemets, mourir le patient à cause d'un refus de transfusion. Donc, respect de l'autonomie du patient, le médecin ne sera pas attaqué et pas attaquable. Bien sûr, il faut que tout soit clairement écrit dans le dossier, qu'il y ait des témoins lorsque le patient a signé, et qu'on ait répété, et qu'on ait eu plusieurs fois la même ligne directive de la part du patient. C'est pas juste une fois, une minute dans une chambre, je refuse la transfusion, vous me laissez mourir, ça ne vaut rien, d'accord? Il faut vraiment que ce soit répété, éclairé, avec des témoins, un document signé, etc. Le médecin est couvert. Si dans une situation d'urgence, typiquement on est dans la rue, il y a un patient qui se fait renverser par un bus, il a la jambe qui est coupée et il se vide de son sang, on met un garrot, le SAMU arrive, le transfuse, et que le patient est témoin de Jéhovah et que le patient attaque le médecin du SAMU et attaque le médecin transfuseur, là, les cas qui ont été rapportés dans les procès, dans les décisions de justice, le médecin n'était pas attaquable et le médecin est sorti, entre guillemets, pour parler vulgairement, blanchi. Parce que situation d'urgence sans information préalable, on se doit de sauver la vie à tout le monde et on ne peut pas être attaquable d'avoir sauvé une personne en situation d'urgence vitale immédiate. Ça, c'est une chose. Et dans les situations un peu plus complexes où il n'y a pas de document tracé, le patient n'est plus trop en état d'exprimer sa volonté, mais que ce n'est pas une situation d'urgence immédiate vitale, là, si on a ouï dire que la famille est témoin de Jéhovah, etc., il faut solliciter le préfet et voir, c'est du cas par cas, c'est des situations qui sont extrêmement complexes. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour le petit rappel de loi. J'espère que cette histoire vous a plu, même si voilà, c'était juste pour vraiment planter le décor, refus de transfusion. La prochaine histoire sera un peu plus musclée pour vous dire, je me suis fait insulter par une famille et je me suis fait... bon, je vous dirai plus, plus dans les détails ce qui m'est arrivé lors de la prochaine histoire. Ciao, ciao!